Je faisais semblant de dormir en espérant qu'il me réveille pas, mais il me réveillait, hein, bien sûr. Et bien de là, il couchait avec moi. Il voyait que je pleurais, il voyait que je parlais plus, que je bougeais plus. Et pour avoir plus de ressenti, il a pris son téléphone et il a lancé un film pornographique. J'entendais le film et lui continuer. Et c'est là que je me suis dit, punaise, je suis un objet. J'ai rencontré ce garçon sur les réseaux. J'avais aux alentours de 17 ans. Lui, il en avait 21. Et il vivait chez ses parents. Donc on s'est rencontrés, on s'est vus, on s'est mis très vite ensemble, au bout de 2 mois je crois. Et au fur et à mesure de la relation, j'ai commencé à vivre chez eux. Au début c'était tout beau, tout rose. Et là j'ai appris qu'il était addict au cannabis, addict aux paris sportifs, addict au sexe aussi. De par toutes ces addictions, il ne travaillait pas. Donc il commençait à me demander un peu d'argent. Au début, il me demandait des petites sommes. Donc il me disait pas forcément que c'était pour ça au début. Donc au fur et à mesure du temps, c'était des grosses sommes. Donc c'était des 50 €, des 100 €. Donc là, j'ai commencé un peu à lui dire, écoute, moi je travaille, je suis pas non plus milliardaire, donc ça va pas être possible. Et donc ça a été des grosses sources de disputes. Au début, il me disait, bah écoute, tant pis, on se parlait plus pendant 24 heures et puis voilà, lambda. Et puis au fur et à mesure, il commençait vraiment à péter les plombs. Quand moi je refusais, c'était des insultes, c'était des menaces de tout, de tromperie, des menaces de je vais te tuer, des menaces de plein d'insultes, des choses inimaginables. Et moi je cédais. Je cédais parce que je me disais, en fait c'est peut-être mon rôle de lui donner finalement. C'est peut-être mon rôle de l'aider et de lui donner parce que je suis sa copine et je suis là pour ça. Donc puis après, on est rentré vraiment dans un cercle vicieux. Où dès que je refusais, c'était insulte, c'était toujours tu sers à rien, je trouverai mieux ailleurs, t'es pas là pour moi, t'es pas là pour m'aider. J'arrivais pas du tout à me dire c'est lui le problème et pas moi. Je me sentais totalement coupable de ne pas l'aider et de le laisser dans sa détresse. J'ai fini par souvent croire ce qu'il me disait et me renfermer. Donc j'avais plus ma famille, je me suis éloignée totalement d'eux, plus mes amis. Donc en fait j'avais que lui et ce qu'il me disait. Et au fur et à mesure, il pétait complètement les plombs. Et il m'enfermait dans sa chambre quand je voulais partir, il m'enfermait chez lui. Il était aussi dans une paranoïa de punaise, elle part, elle va aller voir ailleurs, elle va aller. Et en fait, il me laissait plus vivre. Totalement, il me laissait plus vivre. Interdiction d'aller à la salle de sport, aller en ville, aller boire un verre, j'avais plus de vie. La première fois où il a levé la main sur moi, ça a commencé par des objets. Il prenait des objets, il me les lançait. Donc des stylos, des choses qui lui passaient par la main, ses feuilles, son paquet de cigarettes, voilà, des petites choses. Et après, ça a été les coups. Donc il a commencé par m'étrangler. C'était par rapport à ses addictions, parce que j'ai refusé de lui mettre encore des sous pour ses paris sportifs. Et donc il m'a étranglée contre le mur de sa chambre. Et au soir, je suis descendue manger avec sa famille, et là, ils m'ont regardée. En fait, j'avais le cou violet. Et ils m'ont demandé pourquoi, et j'ai pas su répondre. Et en fait, je pense que je m'en voudrais toute ma vie de me dire, ça a commencé, la première fois où ça a commencé, j'ai pas su dire oui, c'est lui qui m'a fait ça, je l'ai défendu. Et je pense que c'est de là où il s'est dit, en fait, je peux y aller parce qu'elle va me défendre. Et donc après, on en est venu au claques parce que m'étrangler, ça lui suffisait plus. Il était dans un état tellement d'énervement. Donc les claques. Et ça a continué avec les coups de poing. Donc j'allais au travail le matin avec des cocards que je devais maquiller. Donc voilà, et je pouvais plus rentrer chez moi non plus. Parce que si je rentrais chez moi, je savais que mes parents, ils allaient le voir. Et c'était ma terreur. Ça a été crescendo. On était dans la voiture et par rapport encore à ses addictions, je lui ai dit, je vais partir, j'en peux plus. Et de là, c'est parti. Il a commencé à me frapper, coup de coude, coup de poing. Et en fait, j'ai vu mon nez en sang. Et je me suis dit, ça y est, il m'a cassé mon nez. Et de là, il m'a regardé et je pense que lui-même, il était choqué d'avoir été jusqu'à là. Et il est parti. Il est parti de la voiture, il m'a laissé là. Et moi, j'étais en sang. Du sang partout, du sang sur mon volant, du sang sur mes vêtements en sang, mon visage en sang, vous voyez plus mon visage. Et en fait, j'ai rien fait. Je me suis juste mise à pleurer et je me suis dit, mais en fait, ça va se finir quand cet enfer? Parce que j'arrivais pas à partir. J'avais l'impression qu'il me contrôlait. J'arrivais plus à être libre. Je me suis juste mise à pleurer, je me suis regardée en sang et je me suis dit, c'est tout. Nettoie et demain tu vas aller au travail et puis c'est reparti quoi. Il y a aussi l'addiction du sexe. Lui c'était vraiment tous les jours, tous les soirs. Et sauf que moi, après les insultes, après les coups, après tout ça, j'avais plus forcément d'envie. Moi j'en pouvais plus. Donc je me disais, écoute, s'il fume, il va peut-être s'endormir. Et j'en venais à lui dire,
à lui payer 2 fois plus de consommation. Au final, ça s'est pas passé parce que plus il fumait, plus il y avait envie et plus il était violent. Et en fait, j'en suis venue en plein milieu de la relation à plus rien dire. Je montais dans sa chambre, il me rejoignait et je faisais semblant de dormir en espérant qu'il me réveille pas, mais il me réveillait, hein, bien sûr. Et ben de là, il couchait avec moi. Il couchait avec moi et il voyait que j'avais plus de réaction. Il voyait que je pleurais, il voyait que je parlais plus, que je bougeais plus. J'étais vraiment juste allongée comme une poupée dans un lit. Et en fait, il s'est pas arrêté. Il s'est pas arrêté et pour avoir plus de ressenti, il a pris son téléphone et il a lancé un film pornographique et il a couché avec moi. Donc moi j'étais allongée et j'entendais le film et lui continuer. Et c'est là que je me suis dit, putain, je suis un objet. Je me suis vraiment sentie comme un objet. Et les seules fois où j'ai essayé de dire non, il m'a insulté, il m'a dit de dormir par terre, il m'a obligée à dormir par terre. Donc moi, j'avais plus envie de ça, je voulais juste la tranquillité. Donc j'ai accepté. Vers la fin de la relation, où on s'est vraiment disputé, pour ses addictions encore, hein, toujours. Et en fait, il m'a regardée et il m'a craché au visage. Et j'avais tellement peur de lui, que j'ai rien dit. J'ai rien dit, je lui ai juste dit écoute s'il te plaît laisse-moi partir, tu me fais peur. Il a vrillé, donc il est sorti de sa chambre, il m'a enfermée dans sa chambre. Je suis bien restée là 3-4 heures. Et après il est revenu m'ouvrir, je me suis dit c'est bon, je prends mes affaires, je pars. Et en fait pas du tout. Il m'a juste laissé déambuler chez lui mais c'était fermé. C'était impossible. J'allais dans son salon, je pouvais regarder la télé si je voulais, aller dans la cuisine, mais je pouvais pas sortir. Donc j'ai passé la nuit. J'ai passé la nuit avec lui. Encore une fois, j'ai rien dit, je me suis allongée, il a couché avec moi. Et le lendemain, j'ai pu partir aux alentours de 14h. Donc ouais, ça a bien duré 2 jours. 2 jours où j'étais en mode survivant, quoi. Survivant, où dès que la porte elle s'entrouvrait, j'essayais de courir pour y aller. Et lui, il était toujours là, toujours là. C'était donc en mai 2022. C'était du coup une après-midi où, encore une fois, on venait de se séparer pendant une semaine. Et il m'a rappelé. Il m'a dit écoute, viens, je dois te parler, j'ai des choses à te dire. Donc moi, je me suis dit bah écoute, ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu. Il y a peut-être des choses importantes à me dire, donc je pense que ça va aller. Et de là, il m'a emmené sur un terrain vague. On a parlé de ses addictions. On en est venu à se disputer par rapport à ça. Et en fait, il a vrillé. Il m'a regardé dans les yeux. Il a couru sur moi et il m'a mis un coup de tête. Je suis tombée immédiatement et je me souviendrai toute ma vie, trou noir pendant 1 minute, j'étais KO. Et là j'ai ouvert les yeux et j'ai vu sa tête me regarder et c'est la première fois que je voyais de la peur dans ses yeux. Et je pense que lui-même il s'est dit je l'ai tué. Il m'a même pas relevé, il est resté vraiment statique. Et je me suis relevée, j'ai touché mon crâne et là doublé de volume. Doublé de volume. J'avais une bosse énorme au front et je me suis dit mais je vais mourir, je voyais plus rien, je sentais plus mon corps, je regardais autour de moi, il n'y avait rien. Et de là il m'a dit écoute, va aux urgences et dis rien, ne dis pas mon nom, ne dis rien. Et en fait je sais pas par quel courage, j'ai réussi à prendre ma voiture, j'ai été aux urgences et sur la route je me suis dit est-ce que je dis la vérité une bonne fois pour toutes? Est-ce que je dis que c'est lui? Et encore une fois je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit, j'ai dit que j'étais tombée dans les escaliers, mais personne ne m'a cru parce qu'évidemment j'avais la tête en sang, j'avais une bosse énorme sur le front, j'avais les yeux bleus, quoi, vraiment des cocards énormes, le nez déformé. J'osais même plus me regarder dans le miroir. Ça a été le déclic où je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Ça a été très très dur parce qu'il m'a même pas laissé en fait. Il m'appelait 10 fois par jour, il me suivait dans la rue, il venait toquer devant chez moi. Je sortais avec des copines, il était là dehors à m'attendre. J'allais faire mes ongles, il était là, il déposait des mots sur ma voiture. Et c'était dès que je faisais une nouvelle rencontre, il m'appelait, j'ai son nom, son prénom, son adresse, je vais le tuer. Et ça a duré 6 mois comme ça, 6 mois de fuite où j'osais plus sortir. J'ai pas parlé de tout ce que j'ai vécu pendant très longtemps parce que j'avais peur. J'avais peur du jugement, j'avais peur qu'on me dise mais si t'es resté, c'est que tu l'as voulu au final. Ces phrases-là qui font te remettre en question. Et j'en ai parlé quand ce harcèlement a vraiment poussé. Ma mère, elle a vu tout ça. Donc j'en ai parlé un petit peu. Et on a décidé d'aller porter plainte. Donc de là, elle a vu ma plainte. Mais encore une fois, j'ai pas tout dit. Il y a des choses comme le viol, il y a des choses comme la séquestration, où c'est la première fois que j'en parle. J'ai déposé plainte en décembre 2022.
avec des preuves, avec des photos des cocards, des photos de mon nez qui saignait, des photos de la bosse, des documents de l'hôpital, enfin, voilà, j'avais toutes les preuves. Il a été mis en garde à vue 48 heures, suite à son casier judiciaire qui est déjà bien rempli. Et j'ai reçu la réponse en mars 2023, donc l'affaire a été classée sans suite, pour manque de preuves. Quand j'ai reçu la réponse, ça m'a frustrée. Qu'est-ce que j'aurais pu mettre de plus pour qu'il y ait un suivi, sachant qu'il y a déjà un casier judiciaire. Et là, je me suis dit, en fait, fais-toi aider et juste essaye de passer à autre chose par toi-même, parce que tu n'auras pas gain de cause. La justice, elle ne va pas t'aider. Parle-en, si ça peut aider d'autres personnes. Et si ça peut toi-même t'aider de t'ouvrir, parle-en. J'ai vraiment l'impression d'être sortie de l'enfer et de me reconstruire. Après, encore une fois, il y a encore plein de choses à refaire, hein, parce qu'on ne sort pas indemne d'une relation comme ça de 3 ans. Mais ouais, sortie de l'enfer. Si j'aurais un conseil à donner, ça serait déjà de ne pas accepter la première fois. Et en parler surtout. Parce que si on a peur d'en parler, de par les répercussions, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est pas sain et ça va être de plus en plus toxique. Dans la vie, il faut toujours se battre. Il faut toujours se battre pour les gens qu'on aime, pour soi-même, même si on n'a personne à aimer, pour soi-même. Et aujourd'hui, je me reconstruis, je reprends des projets, je reprends une vie. C'est à moi de tracer ma vie, tracer mon futur. Je peux, j'ai le droit aussi moi d'être heureuse. Et il faut jamais s'abattre sur son sort en se disant que c'est fini. Parce que c'est jamais fini. Hein. Et je pense que n'importe qui peut s'en sortir. N'importe qui. Même, y a tellement de drames dans la vie qu'en vrai, il y a toujours bien à faire, il y a toujours des belles choses à créer.